Bienvenue à cette session scientifique sur la thématique le numérique soutenable existe-t-il vraiment? Donc je m'appelle Anne-Cécile Orgery, je suis chercheuse au CNRS dans l'équipe Myriads à Rennes et je suis également impliquée dans le groupement de services Eco-Info qui étudie les impacts environnementaux et sociétaux des sciences et technologies de l'information et de la communication. Donc pour faire suite, à l'intervention, précédente, de Philippe Biwix qui a introduit de manière très complète, les problématiques, liées aux impacts énergétiques et environnementaux du numérique. On va maintenant, s'attarder sur quelques travaux en cours au sein d'INRIA sur ces thématiques et ces travaux sont divers. Ils portent à la fois sur les impacts environnementaux de la recherche en elle-même, sur l'efficience énergétique, des infrastructures informatiques et sur l'utilisation du numérique pour comprendre les changements climatiques. Donc dans cette session, on va probablement parler d'explosion des usages du numérique, d'utilisation de ressources, d'effets rebonds, d'effets d'accélération, de conséquences environnementales, mais aussi on va parler de sobriété numérique, d'éco-conception, de réflexion sur nos pratiques de recherche en informatique, de mollusques marins et finalement de numérique soutenable. Mais il va falloir rester jusqu'à la fin de ces sessions pour avoir un panorama complet sur tout ce que je viens de citer. Donc cette session, elle va s'articuler autour de présentations de 4 intervenants. Donc tout d'abord, donc Laurent Lefebvre, qui est chercheur au sein de l'équipe projet Avalon à Lyon, Hervé Mathieu, qui est ingénieur au service d'expérimentation et de développement à Bordeaux, et Rosanne Uchirobira, qui est chercheuse au sein de l'équipe projet VALS à Lille. Et nous allons commencer cette session avec Sylvain Chevillard, qui est chercheur au sein de l'équipe projet FACTAS à Sofia. Et cette première intervention, elle va porter sur les impacts environnementaux de la recherche en elle-même. Donc Sylvain participe à un groupe qui travaille sur le calcul du bilan carbone d'une équipe de recherche. Et il va nous présenter les résultats de ce groupe et puis détailler les difficultés et les interrogations qui ont conduit au choix d'une méthodologie pour effectuer ce bilan carbone. Sylvain, c'est à toi. Merci Anne-Cécile pour cette introduction. Donc, vous m'entendez bien ? Ouais, super. Parfait. Alors, donc je voudrais commencer mon exposé par vous montrer un graphique. Donc vous voyez, on a une courbe bleue ici qui s'approche dangereusement d'un seuil marqué en rouge. Et il est d'importance cruciale de faire en sorte que la courbe bleue ne dépasse pas le seuil en rouge, ou en tout cas le dépasse le moins possible. Alors, il faut aplatir la courbe bleue. Alors, ça peut vous sembler familier, mais je ne suis pas en train de vous parler de Covid, je suis en train de vous parler des émissions cumulées de CO2 d'origine anthropique depuis les années 1850. Donc, voilà, on est face à un problème là, c'est que si on continue au rythme où on va, dans 10 ans, on dépasse le seuil. Donc, il faut réduire et réduire vite. Alors, ça va imposer à la société dans son ensemble de faire des efforts. On peut se poser la question de savoir si la recherche doit s'exonérer de ces efforts. Donc, je voudrais vous présenter 2 sondages ici. L'un qui a été fait par le collectif Labo 1.5 au cours de l'année dernière, où il posait la question au personnel du CNRS, est-ce que vous pensez que l'urgence climatique nécessite des profonds changements dans la pratique de nos métiers? Et un autre sondage qui a été proposé par le collectif Sciences, Environnement et Société de l'INRIA l'été dernier, donc adressé au personnel de l'INRIA, où on demandait aux gens ce qu'ils pensaient de l'affirmation « L'INRIA doit diviser par 2 ses émissions de gaz à effet de serre dans les 10 ans à venir, ce qui signifie une décroissance de 7% par an afin de se conformer à la trajectoire 1,5 degré du GIEC. » Et chacun de ces 2 sondages, si on regarde les gens qui disent être totalement d'accord ou relativement d'accord avec ces affirmations, on obtient des scores de plus de 85%. Donc, il me semble qu'on peut acter que les personnels de la recherche sont prêts à prendre leur part dans cet effort collectif qu'il va falloir faire. Alors, c'est dans ce contexte que, fin 2019, on s'est constitué un petit groupe de travail sous la direction de Céline Serrano pour essayer de calculer le bilan carbone d'une équipe projet INRIA. Donc, ce groupe de travail était composé de Gaël Guenbeau de Bordeaux, qui avait travaillé déjà sur des outils de visualisation du bilan carbone. Il y avait Éric Tanier de Lyon qui avait déjà fait cet exercice de manière un peu sommaire et rapide pour son équipe.
et Martine Olivier et moi-même à Sofia. Et on s'est attelé à faire une méthodologie un peu précise pour calculer le bilan carbone d'une équipe, et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, les buts qu'on recherchait à travers cet exercice, c'était d'abord de voir si c'était difficile ou pas, et éventuellement quel poste d'émission de gaz à effet de serre était plus difficile à comptabiliser que d'autres, proposer une méthodologie précise et reproductible pour que d'autres équipes puissent faire leur bilan carbone si elles le désiraient, et puis plus largement engager une discussion au sein de l'équipe et au sein de l'INRIA sur comment s'atteler à ce problème de la réduction. Alors, je dois, pour être tout à fait précis, vous dire que, en parallèle, des groupes de travail au niveau de l'Institut dans son ensemble, des groupes de travail nationaux, ont travaillé sur des thématiques précises. Donc, recenser les émissions liées, il y avait un groupe de travail pour les missions, un groupe de travail pour les matériels informatiques, un groupe de travail pour les bâtiments, un groupe de travail pour tout ce qui était outils collectifs utilisés. Et donc, ces groupes de travail ont rendu un état des lieux et des recommandations. Alors, dès le début de nos travaux sur le sujet, on a identifié qu'il y avait plusieurs niveaux qui étaient pertinents, et suivant le type d'émission de gaz à effet de serre qu'on regardait, il était plus logique de se placer à un niveau ou un autre. Donc, on a identifié 3 niveaux: le niveau de l'équipe, le niveau du centre de recherche et le niveau de l'Institut dans son ensemble. Et en parallèle de nos travaux, en fait, au cours de l'année dernière, le collectif Labo 1.5 a sorti sa propre méthodologie, qui s'appelle GES 1.5, et eux, l'échelle à laquelle ils se placent, c'est le labo au sens CNRS du terme. Donc, disons, première approximation, ça correspond à peu près à ce que nous, on appelle l'échelle du centre de recherche. Alors, les facteurs d'émission qu'on a décidé de retenir dans le cadre du bilan carbone d'une équipe sont les suivants. Donc, il y a les trajets dus aux missions, les matériels informatiques, donc ça c'est pour tout ce qui est fabrication et retraitement en fin de vie des matériels informatiques, les trajets domicile-travail, les repas pris à la cantine, les consommations énergétiques des bâtiments, donc ça inclut les consommations électriques des équipements informatiques, et les impressions, qui se sont révélées en fait assez négligeables. Il y avait d'autres sources de gaz à effet de serre qui étaient pertinentes, mais pas au niveau de l'équipe, donc qu'on n'a pas retenues, mais qu'il faut avoir en tête parce qu'elles existent. C'est tout ce qui est gaz à effet de serre émis par les fonctions soutien et les fonctions support pour leur activité, tout ce qui est infrastructure nationale, les serveurs sur lesquels on fait tourner la visioconférence, les serveurs de courrier électronique, etc. L'énergie qui a été nécessaire pour construire les bâtiments dans lesquels on vient travailler, donc on n'a pas du tout pris en compte, et quelque chose qui serait même à faire au niveau carrément du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, parce que ça dépasse le cadre de l'Institut, c'est tout ce qui est les gaz à effet de serre émis pour le fonctionnement des agences de moyens, des agences d'évaluation, l'ANR, l'HCERS, l'ERC, etc. Voilà, alors... Il y a eu un débat entre nous pour savoir si les repas à la cantine et la consommation des bâtiments relevaient vraiment du domaine de l'équipe, alors que l'échelle pertinente semble être plutôt le centre de recherche. Mais on a décidé de l'inclure dans le bilan de l'équipe, enfin la part correspondante à l'équipe, de façon à pouvoir comparer les ordres de grandeur de ces 2 postes-là par rapport aux autres. La méthodologie GES 1.5, elle, pour simplifier, pour s'adapter à toutes les situations, en fait, ne considère que les trois postes que sont les missions, les trajets domicile-travail et la consommation des bâtiments. Alors maintenant, je vais vous présenter un petit peu comment on s'y est pris en utilisant les outils informatiques à notre disposition à l'INRIA pour calculer le bilan carbone. Donc je vais balayer un peu les différents postes que j'ai présentés précédemment. Donc tout d'abord, les missions. La première question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on compte? Est-ce que, par exemple, si on est invité, tout frais payé, à parler dans une conférence internationale, il faut compter cette mission-là, le trajet de cette mission, dans le bilan carbone de l'équipe, ou c'est plutôt dans le bilan carbone de la conférence? Alors, on a adopté la philosophie, celui qui paye pour un trajet est comptable des gaz à effet de serre émis. Donc, l'outil naturel pour savoir quels ont été les billets d'avion et les billets de train pris par les agences, c'est Aurélie, bien sûr, mais puisqu'on a la philosophie du payeur qui est responsable, le point d'entrée, en réalité, c'est plutôt Epibud,
qui est l'outil de gestion du budget de l'équipe. À partir d'Epibud, on peut récupérer l'ensemble des numéros de mission qui ont été payés sur un budget de l'équipe. Et à partir de là, on peut du coup aller chercher dans Aurélie pour ces missions-là, quels sont les billets qui ont été pris. Alors pour être tout à fait complet, il faut aussi, si on veut vraiment comptabiliser tout, aller coupler ça avec les données qui sont dans GFD, qui est l'outil de gestion des missions, pour prendre en compte tout ce qui est billets achetés directement par l'agent et qui s'est fait rembourser après, et trajets effectués en voiture, par exemple. Bon, tout ça, en fait, est relativement bien renseigné dans les outils à notre disposition, et du coup, ça fait que la collecte des données, pour ce qui est des missions, est quasi automatique. En ce qui concerne le matériel informatique, le point d'entrée, c'est le même, c'est Epibud, qui nous permet de revenir sur les 10 dernières années et de savoir quelles ont été les machines qui ont été achetées. Alors, techniquement, il faut coupler ça avec Safin, parce que dans Epibud, on a la trace d'une commande, mais on ne sait pas combien de machines ont été passées dans une commande donnée, donc bon, il y a un petit souci technique là, qui est de coupler ça avec Safin, mais on réussit à récupérer comme ça la liste des machines. Après, ce qui est compliqué, donc chaque machine, on va lui affecter une durée d'amortissement, c'est pour ça qu'on revient en arrière dans le temps. Mais ce qui est compliqué, c'est de savoir pour chaque machine quel est le bilan carbone de la machine, de la fabrication et du retraitement en fin de vie de la machine. Donc ça, les constructeurs sont tenus de fournir une fiche qui renseigne ces données, mais par contre, c'est pas du tout automatisé. Donc il a fallu pour chacune des machines achetées dans l'équipe, ouvrir la fiche, regarder ce que c'était et renseigner. Du coup, en ce qui concerne les équipements informatiques, la collecte des données est semi-automatique, puisqu'on peut facilement obtenir la liste des machines. Par contre, obtenir le poids carbone de chacune, c'est pas facile. Et là, si j'avais une recommandation à faire à l'avenir, ce soit que ce calcul du poids carbone, il soit complètement intégré au moment de la commande de la machine, et que comme ça, après, on n'ait plus qu'à regarder, quand on a commandé la machine, quel était le poids carbone qui avait été calculé à ce moment-là. En ce qui concerne les trajets domicile-travail et les repas pris à la cafétéria, évidemment, ça n'est donc une base de données. Donc là, on a réalisé un petit sondage sur Internet qu'on a demandé aux gens de l'équipe de répondre. Ça prenait 1 minute ou 2. Et donc, sur une base déclarative, on leur a demandé d'estimer quelle proportion de repas à la cantine ils prenaient, qui étaient végétariens, à base de poisson ou à base de viande. On permettait même de spécifier parmi les viandes si ils faisaient attention aux viandes qui ont une intensité carbone élevée, comme le bœuf par exemple, par rapport aux viandes avec une intensité plus basse, comme la volaille. Pour ce qui est des trajets domicile-travail, on leur permettait de spécifier plusieurs moyens de transport affectés de pourcentage, au cas où on ne viendrait pas tous les jours de la même façon. Ça dépend peut-être du temps qu'il fait, ça dépend le mercredi, il n'y a pas les enfants emmenés à l'école, je ne sais pas, enfin ce genre de choses. La méthodologie qui a été proposée par Labo 1.5 est fondamentalement la même, sauf que leur sondage est un petit peu moins détaillé que le nôtre. Alors enfin, en ce qui concerne les bâtiments, ça c'est la partie qui est vraiment la plus difficilement généralisable à d'autres centres, parce que ça dépend vraiment du centre de recherche dans lequel vous êtes. À Sophia Antipolis, par exemple, on a la particularité d'avoir beaucoup de bâtiments et une consommation, un monitoring relativement détaillé des consommations des bâtiments. Donc on a essayé d'en tenir compte, d'utiliser cette information. Et ce qu'on a fait dans le cas de Sophia Antipolis, c'est que on estime, grâce à tous les monitorings qu'on a, quelles ont été les émissions du bâtiment dans lequel travaille l'équipe. On estime aussi les émissions des bâtiments d'usage communautaire, comme le restaurant, la cafétéria, les serveurs, le poste de garde. Et ensuite, on répartit ces émissions au prorata, donc dans le premier cas du nombre de personnes dans l'équipe par rapport au nombre de personnes dans le bâtiment, et dans le deuxième cas du nombre de personnes dans l'équipe par rapport au nombre de personnes sur le site. Alors, pour généraliser l'exercice à d'autres équipes, peut-être que le plus simple, c'est d'utiliser la règle empirique suivante, qui s'est révélée finalement pas mauvaise du tout par rapport à ce qu'on avait calculé nous avec notre méthode plus fine, qui est juste prendre la consommation totale de tous les bâtiments du centre de recherche et appliquer un prorata au nombre de personnes, en fonction du nombre de personnes dans l'équipe. Voilà, alors j'en arrive maintenant à la présentation des résultats. Donc, ce qui est important là-dedans, donc ça c'est le bilan carbone de l'équipe Factas pour 2019. Alors en vert, vous avez séparé en deux camemberts différents les missions
des membres de l'équipe et les missions de nos invités. Donc, bon, là, ça fait à peu près la même chose, mais donc le gros, si vous assemblez 2 gros camemberts verts, vous voyez que les missions, ça représente un tiers. Le camembert rouge, c'est les trajets domicile-travail, et puis après, vous voyez que le reste se répartit avec un peu moins d'importance. Mais avant que vous fassiez que vous tiriez des généralisations de ça, je voudrais vous montrer ce qu'aurait été la répartition si, au lieu des missions de 2019, et toutes choses égales par ailleurs, on avait considéré les missions de 2018. Là, la répartition qu'on obtient est celle-là. Donc, vous voyez, les missions, c'est quelque chose qui est très variable d'une année sur l'autre en fonction de où se situent les grandes conférences internationales, par exemple. Et donc, il ne faut pas garder juste une image en tête, ça peut être assez fluctuant. Ce qui est certain, c'est que les missions et les trajets domicile-travail, dans notre cas, constituent vraiment la plus grosse partie du bilan carbone de l'équipe. Alors, qu'en conclure? Eh bien, c'est que si l'équipe FACTAS devait s'appliquer à elle-même la division par 2 des émissions dans les 10 ans à venir, eh bien, suivant qu'on prenne comme point de départ l'année 2019 ou l'année 2018, il paraît évident qu'il va falloir réduire les trajets, singulièrement les trajets en avion, mais ce ne sera pas suffisant. Voilà, si vous prenez 2019, par exemple, l'émission, ça ne représente pas 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, à soi seul, même en les réduisant à 0, ça ne suffit pas à diviser par 2. Et en prenant 2018 comme point de base, ce serait peut-être envisageable, mais enfin, il faudrait réduire considérablement. Alors, j'attire votre attention sur le fait que chaque équipe est spécifique, et même, en fait, il n'y a certainement pas d'équipe qui est vraiment représentative. Ça va dépendre des centres de recherche dans lesquels on travaille, des profils internationaux, des gens qui sont dans l'équipe, et donc de leurs habitudes de voyage, etc. Donc je pense qu'il faut en fait avoir je ne suis pas en train de dire qu'il faut que chaque équipe divise par 2 ses émissions en 10 ans, mais je pense qu'il faut qu'au contraire, on ait une discussion au niveau national, qu'on établisse une politique de réduction, et après, cette politique, donc il y a des arbitrages, cette politique se décline équipe par équipe en certains objectifs de réduction. Et par contre, après, il faut avoir, je pense, une discussion au sein de l'équipe pour savoir comment on fait en fonction de nos engagements à réduire, qui va voyager, qui ne va pas voyager, et en fonction des grands postes d'émissions de gaz à effet de serre, comment on s'y prend pour les réduire. Et je vous invite aussi à réfléchir d'ores et déjà après 2030, parce que la trajectoire du GIEC, c'est divisé par 2 pour les 10 années à venir, mais à nouveau divisé par 2 dans la décennie suivante, et encore par 2 la décennie d'après. Donc là, on voit que sur les missions, en changeant nos habitudes, en faisant des conférences plus virtuelles, etc., on va sans doute réussir à bien réduire. Mais une fois qu'on aura tapé dans le gras, eh bien, pour la décennie 2030-2040, ce sera certainement un challenge assez considérable de continuer de tenir ce rythme de diviser par 2. Et donc, je pense qu'il faut que, collectivement, on ait une réflexion pour les 10 ans à venir, bien sûr, mais d'ores et déjà pour les décennies suivantes qui seront aussi particulièrement difficiles. Voilà, donc j'en ai fini. Si ce travail vous a intéressé, je vous invite à consulter le rapport technique qu'on a écrit, qui consigne tout ça de manière bien plus précise que ce que j'ai pu faire en un quart d'heure. Et puis, on a mis sous guide tous les outils qu'on a utilisés et la description de la méthodologie pour permettre à d'autres équipes de reproduire l'exercice. Voilà, je vous remercie. Merci Sylvain pour cette intervention. Du coup, il y a eu plusieurs questions dans le chat et sur l'intervention précédente sur le bilan carbone finalement de ces journées scientifiques qui sont les premières virtuelles. Est-ce que tu aurais des pistes pour nous répondre sur une empreinte qui serait plus ou moins élevée que des journées en présentiel? Non, alors je ne saurais pas répondre à cette question, c'est une question très délicate, parce qu'en fait, il faudrait faire vraiment une analyse de cycle de vie complète. On ne peut pas se contenter, bien sûr, si on regarde juste les émissions de gaz à effet de serre dues à l'électricité consommée par les serveurs, par exemple, juste pendant les JSI, je pense qu'il n'y a pas photo sur le fait que ça consomme moins que si tout le monde s'était déplacé en avion. Maintenant, si tout le monde s'était déplacé en train, par exemple, c'est déjà autre chose. Et puis, on ne peut pas se contenter de regarder que les émissions électriques, parce que, comme je l'ai dit, dans l'analyse de cycle de vie d'une machine, d'un serveur, il y a bien sûr tout ce qui est l'énergie grise du serveur qui est nécessaire à sa fabrication.
Et puis, il y a aussi la question des équipements. Par exemple, Livestorm, je me suis aperçu quand je me suis connecté en tant qu'intervenant que c'était assez gourmand en ressources, que mon ordinateur qui était un peu vieux, il tenait pas la charge. Donc, il a fallu que je me fasse prêter un ordinateur un peu plus puissant. Donc, si ça implique que pour suivre ce genre d'événement, les gens renouvellent leur machine très régulièrement parce qu'ils vont avoir besoin de puissance de calcul juste pour se connecter à une conférence, eh ben, l'équation, elle commence à être pas si facile. Donc, c'est pas des questions qui sont faciles à répondre, c'est vraiment, il faut faire l'analyse du cycle de vie complète en regardant un petit peu toutes les sources d'émissions. C'est des questions délicates. Tout à fait. Il y a d'autres questions donc autour notamment de l'avion, hein. Certains collègues choisissent de ne plus prendre l'avion. Il y a des initiatives dans la recherche dans ce sens. Et à ton avis, est-ce que c'est une politique qu'INRIA pourrait encourager et comment? Je pense que si on est sérieux avec ces questions de division par 2 des gaz à effet de serre, c'est pas qu'il va falloir l'encourager, c'est qu'il va falloir dire aux gens que c'est plus possible. Je veux dire, comme j'ai dit, disons, sur les 10 années à venir, il va falloir être plus sobre, et sur la décennie suivante, à moins qu'on ait inventé l'avion électrique ou ce genre de choses, ça va devenir vraiment crucial. Donc je pense qu'il est en fait urgent que collectivement, on se réorganise pour avoir moins besoin de voyager. Alors je pense qu'il y a en plus, je pense que nos domaines ne sont pas les domaines où il y a le plus besoin de voyager. Quelqu'un qui fait de l'archéologie, c'est difficile pour lui de faire de la recherche sans se déplacer sur le terrain. Nous, nos voyages, c'est essentiellement pour rencontrer des gens. Donc, il y a, dans un premier temps, bien sûr, des choses faciles, comme essayer de choisir l'endroit où on va mettre une conférence de façon à ce que ça optimise la distance par rapport aux participants. Pas aller mettre une conférence en Australie quand toute l'Europe et tous les États-Unis vont devoir s'y rendre. Mais ça ne va pas suffire. Il va falloir, je pense que, bien sûr, l'INRIA, c'est difficile de s'auto-astreindre à ne pas utiliser l'avion quand tout le reste de la communauté le fait. Donc c'est pour ça que j'ai donné ce sondage en introduction. Il me semble que les gens, collectivement, ont pris conscience et sont prêts. Mais par contre, il faut qu'il y ait une régulation, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un arbitre. Et je pense que c'est le rôle de l'Institut en tant qu'institution, de fixer des règles, et après, du coup, la règle s'impose à tous. Il y a des questions aussi donc, sur le bilan particulier que vous avez fait sur votre équipe. Est-ce que vous avez essayé de comparer ça donc, par agent, par exemple, avec des bilans qui auraient pu être faits dans les entreprises? Est-ce qu'il y a des différences notables ou est-ce que c'est quelque chose que vous n'avez pas regardé? Alors non, j'ai pas connaissance de. Il y en a certainement plein, mais à vrai dire, j'ai eu connaissance de bilans carbone qui ont été menés dans d'autres institutions de recherche, mais pas dans des entreprises. Donc ça m'est même pas venu à l'esprit d'aller comparer parce que j'en connais pas. Néanmoins, par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé individuellement quelle était la part de chacun dans le bilan global de l'équipe. Et là, c'est pour ça que je disais qu'il y a une discussion à avoir au sein des équipes, c'est qu'on constate à nouveau, de la même façon qu'entre deux équipes, il peut y avoir des grandes disparités, et bien au sein d'une équipe, il y a des grandes disparités dans la responsabilité du poids carbone de l'équipe. Donc tout le monde n'est pas égaux, et donc je pense qu'il y a des arbitrages à faire au sein des équipes, bien sûr. Peut-être une toute dernière question. Est-ce que vous avez des données concernant les missions de 2020? Est-ce qu'on peut essayer de tirer des conclusions de nos bilans respectifs 2019 versus 2020 2020, ça va être assez simple, hein, ça va être essentiellement proche de zéro, vu que toutes les missions se sont arrêtées à partir en gros, du 15 février, quelque chose comme ça. Et donc, pour Factas, c'est zéro, c'est simple. Et en général, janvier-février ne sont pas les périodes où on circule le plus, donc je pense qu'il y a beaucoup d'équipes pour lesquelles ça va être zéro. On n'a pas fait l'exercice pour Factas parce que la réponse était facile, mais je pense que 2020 est une année vraiment tellement particulière que, ça donne une idée de ce vers quoi on peut tendre, parce qu'effectivement, si on constate que entre 2019 et 2020, on n'a pas divisé par deux le bilan carbone de l'équipe, par exemple, ça veut dire que, tout simplement, si jamais on supprime toutes les missions, ça ne suffit pas. Donc ça peut donner une idée. Mais après, en tout cas, à très court terme, ça ne peut pas vraiment servir de référence. 2020, c'est vraiment une année trop particulière. Ok, super. Merci beaucoup. Si tu as un petit peu de temps, il reste quelques questions dans l'onglet questions auxquelles tu dois pouvoir répondre, j'espère, par écrit. Je vais regarder Merci beaucoup, Sylvain. Merci.